31 janvier 1962, 31 janvier 2024, 62 ans que nous commémorons la création de la Journée panafricaine de la femme à travers la mise en place de l'Organisation panafricaine de la femme, qui est, on peut le dire, une organisation qui est précurseur quand même sur tout ce qui est féminisme en Afrique ou même de la lutte indépendantiste. Parce que nous savons que l'Organisation panafricaine de la femme a été créée bien avant l'Organisation de l'unité africaine qui est plus tard devenue l'Union africaine. Donc les femmes ont été au début et à l'avant-garde de la décolonisation et de l'indépendance en Afrique. Donc les femmes ont toujours eu leur mot à dire et une place autour de la table quand il s'agit de la participation ou de la représentativité politique de la femme ou de la prise de décision du continent africain. Alors, cette année, l'Union africaine a décidé que nous commémorons l'année 2024 sous le chapeau de l'éducation. Et le thème retenu pour la Journée panafricaine de la femme est l'éducation, éduquer une Africaine adaptée au XXIe siècle. Alors, c'est qui cette Africaine adaptée au XXIe siècle? Est-ce que sur le continent même, le niveau de nos systèmes éducatifs, est-ce qu'on en est satisfait? Parce que pour être en phase avec le XXIe siècle, avec la globalisation, aujourd'hui, comment est comparé un enfant africain contre un enfant chinois, contre un enfant américain, contre un enfant européen? Le système éducatif africain est-il aujourd'hui capable de nous donner cette citoyenne et ce citoyen modèle qui doit aider à la construction et à l'épanouissement de l'Afrique? Chers auditeurs, chères auditrices, alors, nous vous accueillons encore pour votre émission favorite, Citoyenne Moussoya, pour parler aujourd'hui de la thématique de la commémoration du 62e anniversaire de la Journée panafricaine de la femme. Créer la musoka akeu ani ukanyetaw absekan la soro bilba FM ni bilba TV sanfé siwo siwo rafnega kayta katabla anyeta ani flala otabay absekan jawlaje musoya page Facebook sanfé ni MUSOYA musoya ni comprendre la femme anga muso famille san musoya. Fidèles auditeurs, fidèles auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs, merci une fois de plus de venir à votre émission favorite Moussoya pour parler aujourd'hui de la commémoration de la Journée panafricaine de la femme, édition 2024, sous le thème de l'éducation. Je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir avoir un plateau très riche. Vous le voyez en couleur et en beauté. Nous sommes aujourd'hui avec des illustres féminines, des femmes engagées, des femmes qui font bouger l'Afrique, qui font bouger le continent et qui inspirent autant la jeunesse masculine que la jeunesse féminine. À ma droite, la Tata Diagondiaï, qui n'est plus à présenter, qui est quand même notre modèle, une de nos modèles, quand il s'agit de notre engagement citoyen, de notre engagement féministe, qui est toujours là présente pour nous prendre les mains, nous guider, surtout par rapport à tout ce qui est la représentativité, la participation de la femme dans les processus de paix en Afrique, parce que c'est elle qui dirige depuis une décennie maintenant notre organisation continentale, qui est le RESPECO, le réseau des femmes pour la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO, qui est éducatrice, enseignante de plus de 30 ans d'expérience et promotrice d'un complexe scolaire et préscolaire, Awa et Kassim. Tata, bonjour et merci encore une fois de plus de répondre favorablement à notre appel. Merci Koumba. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous, ces belles et jeunes dames qui nous inspirent aussi. Nous sommes maintenant de l'autre côté du versant de la montagne, mais quand même, on a toujours quelque chose à partager avec vous. Et puis, c'est une coïncidence, je ne sais pas, heureuse d'avoir 3 brillantes journalistes là. Du Mali, de la Guinée et du Sénégal. Vous avez vu, ça, c'est toujours la CEDEAO. Et puis, on en profite pour faire un clin d'œil aux États de l'AES pour leur dire de revenir. La CEDEAO, c'est leur maison. En tout cas, les organisations de femmes régionales doivent rester avec nous. Et puis c'est heureux de constater que le thème de cette année également porte sur l'éducation. C'est un thème qui m'intéresse parce que comme vous venez de le dire, j'ai un
petit établissement modeste, mais également j'ai eu la chance de faire les 3 cycles d'enseignement, de faire le préscolaire, l'élémentaire et le moyen secondaire, d'enseigner jusqu'en 3e au collège, donc à force de faire des examens, etc., professionnels, aptitude, certificat d'aptitude pour arriver à ce niveau-là. C'est vrai, j'ai un peu levé le pied, mais je suis toujours dans l'éducation parce que j'ai une école qui est dirigée par un directeur pédagogique, une directrice qui s'occupe de administratif et d'autres personnels, mais j'ai toujours l'œil sur l'école parce que l'éducation, c'est une passion chez moi. C'est ma passion première. Voilà. Super. Merci. Et je pense que l'éducation, ça devait être notre passion première à nous toutes parce qu'on a compris très bien avant que sans éducation, il n'y aurait point de développement. Alors, en plus de Tata Diago Ndiaye, nous recevons sur ce plateau, comme elle a si bien dit, des éminentes communicantes, journalistes engagées. Donc, Mariam Kamara qui est à ma gauche et elle est communicante sur les questions de genre, tout ce qui concerne les droits des femmes et de la jeune fille. Elle est initiatrice du groupe de réflexion et d'influence des femmes, le GRIF, et en même temps cofondatrice de Women in Africa, WA Africa. Alors, ma sœur Mariam, qui est quand même aussi une maître, parce que j'aime bien dire, je ne veux pas dire maîtresse parce que ça a une autre connotation, mais c'est quand même un de mes caramros, vraiment, qui m'a aussi initiée dans le processus d'engagement, surtout de la communication au profit de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Donc, avec tous mes respects, ma maître, comment ça va? Bonjour ma chère, tout va bien? Ma chère sœur, merci beaucoup de me recevoir dans Moussoya. Je crois que c'est la première fois. Hein. Toute première fois. Je voulais y être et merci de me permettre de me donner cette occasion de pouvoir communiquer dans cet espace. Merci beaucoup. C'est moi. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Mariam Kamara, ça m'étonnerait en tout cas en Afrique de l'Ouest et du Centre parce que tu es tellement visible et tu mouilles le maillot. Aujourd'hui, on va avoir un plateau très riche parce qu'on n'est pas dans la théorie. On est dans celles qui sont à la base et qui sont dans l'action. Et ça me réjouit beaucoup. Je pense que surtout la jeunesse et les dirigeants, parce qu'on va beaucoup proposer de solutions pour que l'Afrique soit cette justement Afrique qui va produire des citoyennes et des citoyens vraiment aptes pour conduire la destinée de l'Afrique au-delà du XXIe siècle. Tout à fait. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, au-delà ou avec la Tata Diago Ndiaye et avec Mariam Kamara, communicante sur les questions de genre, nous recevons aussi une éminente féministe, journaliste engagée qui mouille le maillot au profit de la conversation pour l'égalité et la recherche de l'équilibre femmes-hommes à travers son émission hebdomadaire 50-50 que nous suivons tous et toutes sur la West African Democracy Radio, la WARD. Etsuli Jeju, merci infiniment d'être avec nous et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé de te recevoir, surtout d'être aujourd'hui de l'autre côté, parce que quand je te parle en général, je suis l'invité. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être celle qui pose des questions. Ça va? C'est un plaisir partagé, oui, ça va bien, c'est un plaisir partagé. Et je m'inscris en phase avec ce que Mme Ndiaye a dit. C'est la CEDEAO en miniature et c'est toujours un plaisir de partager parce qu'on aura à gagner avec les petites idées qui vont sortir ça et là et qui nous font voyager en étant sur place. Oui. Donc c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir, mais aussi en tant que membre de l'AES, c'est vrai que Tata a appelé la communauté à revenir dans la grande famille de la CEDEAO, mais nous allons seulement revenir dans la grande famille de la CEDEAO si la CEDEAO veut bien être la CEDEAO des peuples. Je remercie à notre charmante équipe de réalisation, Augustin et Jubihi, merci à toi et toute ton équipe. Lamine Koulibaly qui nous assiste aussi avec mon cher frère Mamadou Berté et surtout Ambagui de Tembeli, notre réalisateur qui est sur le terrain, toujours à la collecte de témoignages. Vous qui nous suivez à travers les ondes de la radio Djoliba FM, vous qui nous suivez sur Djoliba TV News, canal 237, Malivision 257, merci infiniment à vous et d'être nombreux aussi en streaming pour nous prendre sur Facebook ou YouTube, la page Moussoya, M-U-S-O-Y-A. Donc, je voudrais de prime abord qu'on puisse écouter une des vice-présidentes de l'Organisation panafricaine de la femme, Kama Sakiliba, qui est en charge de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle va nous parler un peu de la commémoration de cette année, spécifiquement ce qui est prévu dans les différents pays. Alors, on écoute Kama Sakiliba.
Le thème de cette année, c'est sur l'éducation. De façon générale, l'Union africaine a mis l'éducation parmi ses priorités cette année parce que chaque année, il y a un thème annuel. Et le thème annuel de l'Union africaine, c'est l'éducation cette année. Maintenant, l'OPF étant un organe spécialisé de l'Union africaine, ayant pour mission de mettre en œuvre ou d'aider ou de vulgariser les programmes de l'Union africaine, nous sommes allés en droite ligne de ce thème, mais en ajoutant les nouvelles technologies, en mettant en avant les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la formation des enseignants. Parce que pour avoir de bons produits en termes de ressources humaines, il faut avoir de bons enseignants. Alors que l'éducation est le socle du développement d'un pays. Parce que c'est sur les ressources humaines. Quand il n'y a pas de bonnes ressources humaines dans un pays, il est difficile qu'on aille de l'avant. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons retenu ce thème-là. Et le Mali a quand même retenu ce thème, mais en mettant l'accent sur les institutrices et les enseignantes. Les institutrices, parce que les institutrices sont les initiatrices de cette organisation panafricaine des femmes. Et nous avons vu le rôle fondamental qu'elles ont joué dans le développement, dans l'enseignement, dans le développement des capacités chez les filles. Nous sommes toutes des produits de ces institutrices et nous leur rendons hommage par rapport à cette journée panafricaine de cette année. Et aussi les enseignantes, parce que la notion d'institutrice a quand même disparu, mais les missions restent les mêmes. Le Mali étant dans un contexte de refondation, donc, et les enseignantes étant les plus proches des filles à l'école, des enfants de façon générale, mais des filles de façon particulière, nous comptons sur elles. Nous les mettons au centre de cette journée, de ce thème, pour qu'elles puissent continuer à jouer ce rôle de formation, d'encadrement des filles en rapport avec nos valeurs sociales et nos valeurs culturelles. Donc c'est pour cela que nous les magnifions. Elles auront cette fois-ci des diplômes de reconnaissance qui attestent que le travail qu'elles ont fait n'est pas oublié et ne sera jamais oublié. Pour la commémoration de cette journée, rien n'est exclu. Au niveau, par exemple, du Mali, nous célébrons cette journée chaque année sous la coupe du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ça veut dire qu'il y a une très grande volonté politique affichée dans notre pays. Malgré les graves crises que nous vivons depuis des dizaines d'années, nous avons quand même célébré cette journée. Et dans la célébration, nous impliquons des fois, nous invitons des fois d'autres pays de la sous-région ouest qui viennent s'associer à nous. Et même la présidente de l'Organisation panafricaine des femmes qui vient d'une autre région de l'Afrique pour célébrer cette journée avec nous. Cette année, au Mali, nous avons invité 3 pays, le Burkina Faso, le Niger, et les pays de l'AES, et le ministre de la promotion de la femme de la Guinée, qui seront ici pour célébrer cette journée panafricaine avec nous. Au niveau continental, il y a cette année, la célébration se fera en Namibie. Et cette célébration se fera le 3 août et ce serait précédé de la réunion des membres du comité exécutif pour évaluer ce qui a été fait parce que nous venons de tenir notre 10e congrès en février 2020 en Namibie. Donc la présidente a fait appel à tous les membres cette fois-ci. C'est la 2e fois depuis 2020 que nous nous réunissions pour évaluer ce que chaque pays ou chaque sous-région a pu faire dans le cadre de ses missions. Moussoya! Mieux comprendre la femme. Ama Moussa femme Niassa. Tata Diago, oui. Nous venons d'écouter la vice-présidente Mme Diallo Kamasa Kiliba. Merci infiniment à elle pour la disponibilité aussi et les éclairages et les informations fournies. Est-ce que, à votre avis, il y a des festivités qui sont prévues au Sénégal? Et aussi, qu'en pensez-vous même du choix de ce thème aujourd'hui qu'est l'éducation? En tant qu'institutrice, enseignante, elle a fait un clin d'œil sur l'apport incommensurable que les institutrices font parce que des fois on met l'accent sur le end product, le produit fini, qui est l'enfant éduqué. Mais si l'enfant éduqué n'a pas eu en face d'elle
une formatrice digne de ce nom, on est sûr que le produit fini ne sera pas à hauteur de souhait. D'où, quand même, au niveau du Mali, même si le thème général c'est l'éducation, le Mali a choisi de mettre l'accent sur la formation des formatrices qui sont les enseignantes et les institutrices elles-mêmes. Voilà. Merci Koumba. Je pense que c'est un thème pertinent qui rejoint un peu le thème qui a été développé au 60e CSW de cette année 2024. Parce qu'investir sur l'éducation, investir sur les femmes et les filles, c'est vraiment assurer un développement durable pour donc cette cible de la population. Quant à l'éducation, comme je l'ai dit, c'est important. Il ne peut pas y avoir de développement sans éducation. Au fronton du ministère de l'Éducation, il y a quelques années, le président Abdou Diouf avait dit ceci lors d'une rencontre, je pense, de la quinzaine nationale de la femme, un de ses discours. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Et c'était écrit en grand devant le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'éduquer une fille, elle devient mère, elle transmet des connaissances, elle est le socle, le pilier de la famille. C'est pour ça d'abord que c'est important d'investir sur les filles et de les éduquer. L'éducation est un élément assez important, vous l'avez dit. On ne peut pas aller sans une... Et les femmes, notamment les enseignantes, les institutrices, sur lesquelles elle met le focus en Guinée, ont joué un rôle fondamental dans l'éducation des filles, presque dans toute l'Afrique, avec le programme sur la scolarisation des filles. C'est ce programme de la SCOFI qui a permis aujourd'hui qu'il y ait un effectif beaucoup plus important dans l'éducation, que ce soit au niveau dans l'enseignement, que ce soit au niveau du préscolaire, que ce soit au niveau de l'élémentaire. Du moyen secondaire, ce sont non seulement les filles, l'effectif des filles qui est plus important, mais ce sont les filles qui occupent les premiers rangs. Il faut faire des études. Tout à fait. Récemment, d'ailleurs, il y a l'ANSD qui a produit un document. L'ANSD, c'est l'agence qui s'occupe de la statistique. Ah, voilà, de la statistique, ok. On a parlé sur le rôle important, le nombre, l'effectif des filles. Ça, il faut le dire, même si on dit que les filles sont plus nombreuses, mais ils ont dit le contraire, que les garçons, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les filles, c'est à démontrer. Donc, c'est important d'investir sur l'éducation des enseignants. Parce que, comme on dit chez nous, si tu n'es pas, si tu n'apprends pas, je ne sais, quelque chose, tu ne peux pas être le guide, le maître. Il faut apprendre. Il faut maîtriser. Exactement. C'est pour ça que c'est important d'investir sur les femmes institutrices, mais également sur les instituteurs, parce qu'ils sont là, qui encadrent les enfants, qui font partie du genre. C'est un élément important. Mais que le fait que la Guinée ait fait ce choix, moi, ça me réjouit. Le Mali. Voilà, le Mali, pardon. Excusez-moi, c'est le Mali. C'est le Mali. C'est le ministre du Mali. Le président me disait que Guinée-Mali, c'est deux mondes dans un même corps. Voilà. Donc c'est la même chose. Mais pourquoi? Parce que les enseignantes, les éducatrices, elles sont mères. Les éducatrices sont les piliers de leur famille. Les éducations, comment dire, transmettent les valeurs socio-éducatives, socio-culturelles dont elle a parlé tout à l'heure. Donc c'est important. Mais je pense qu'on peut aller même au-delà. Investir sur les enseignantes, les enseignants, mais aussi sur les parents, éduquer les parents, notamment les mères. Tout à fait. Parce que l'éducation prend sa base, sa racine à partir de la famille, de la cellule familiale. Ce qu'on a tendance un peu à oublier maintenant. Exactement. Parce qu'on voit que nous mettons tout le focus sur l'école, sur le modèle instruction, au détriment de l'éducation dans sa globalité. Et les parents que nous sommes, on se lave complètement les mains du suivi scolaire, de l'apprentissage des valeurs, de l'apprentissage des us et coutumes. Donc, on laisse tout à l'école. Mais l'école seule, je ne vous apprends rien, vous êtes institutrice avec plus de 30 ans d'expérience, éducatrice, promotrice d'école aujourd'hui. Je suis sûre que si on vous demandait comment sont les écoles quand ils viennent, les élèves quand ils viennent à l'école, de la garderie, du primaire, du préscolaire, jusqu'à l'élémentaire, il y a des fois les enfants qui viennent, on les voit. C'est comme si papa et maman ne les ont même pas vus en sortant. Et ça, c'est déplorable. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis très contente que vous nous interpellez en tant que parents pour dire que l'éducation, le b.a.-ba, le premier pas, c'est d'abord à la maison.
Mais vous savez, Koumba, l'école instruit, donne une instruction. L'école n'éduque pas. Je pense qu'il faut faire les deux. Répétez ça encore. J'ai dit l'école instruit, donne une instruction, mais l'école n'éduque pas. Et je pense qu'il appartient aux parents, surtout aux mères, d'assurer cette partie de l'éducation à la maison pour inclure les valeurs socioculturelles, mais également ces valeurs de partage qu'on a en Afrique, ces valeurs de solidarité, ces valeurs de, je ne sais pas comment le traduire, de dignité, de respect de soi, de tolérance, de paix. Ça se cultive d'abord au niveau de la famille. Et que si l'enfant vient à l'école déjà fort de ces valeurs, c'est l'école qui fait le reste. Mais il faut former les enseignants, ne pas justement pour instruire, mais les former dans d'autres domaines, dans d'autres thématiques. C'est important. Très important. Voilà. C'est peut-être bien de les former dans les langues, de les former, si c'est le préscolaire, dans des activités perceptivo-motrices, logico-mathématiques, au niveau de l'élémentaire, dans des disciplines telles que le calcul, etc. Mais c'est important de mener des activités extramuros au niveau de l'école. D'appeler des gens comme vous pour venir faire des témoignages, d'appeler des femmes dealers, des hommes pour venir sensibiliser dans d'autres domaines. Nous, on le fait assez souvent. D'appeler les grands-parents qu'ils viennent dire, faire des récits historiques, faire des contes aux enfants. Ça, c'est une partie de l'éducation qu'on a laissée. Absolument. Merci, fidèles auditrices, fidèles auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs. C'est Audience, vous êtes avec Moussoya, votre émission citoyenne, et nous commémorons le 62e anniversaire de la Journée panafricaine de la femme, instituée en 1962, le 31 juillet. On a entendu la vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes, Diallo Kamasa-Kiliba, et la Tata Diagondiaï vient aussi de donner cette perspective par rapport au statut éducatif de notre continent. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, étant donné que cette année 2024, nous commémorons notre journée phare, notre 8 mars à nous, sous les couleurs de l'éducation? Tout à fait. Je pense que le thème d'abord est attractif. Quand on parle d'éducation, automatiquement, pratiquement toutes les oreilles sont bien tendues, sont bien ouvertes, parce qu'on se dit que quand on aspire au développement, forcément, il faut qu'il y ait une base. Et cette base, à mon avis, c'est l'éducation. Et la deuxième chose que je voulais peut-être aborder avec tout le monde, je me dis, parfois on dit, il faut que nous nous battons pour que les filles aillent à l'école, pour qu'elles restent à l'école. Mais tout de suite, moi, je me dis, en tant que journaliste qui suit un peu ce qui se passe dans l'éducation et encore très intéressée par les questions éducatives, je me dis, est-ce que quelque part les parents comprennent pourquoi ma fille, mon garçon doit aller à l'école? Est-ce qu'elle doit aller à l'école pour être médecin et en retour revenir peut-être me prendre en charge? Est-ce que je pars à l'école ou bien je dois aller à l'école pour avoir de l'argent? Est-ce que toutes ces petites questions ont des réponses assez convaincantes pour que la petite fille, la maman surtout, parce que nous sommes en Afrique, il y a certaines sociétés qui ne veulent pas du tout que la petite fille aille à l'école parce que sa place est à la maison, et quand ta place est à la maison, pourquoi aller à l'école? Puisqu'on ne cherche pas quelque part que tu puisses aller au-delà des frontières justement de ton environnement, du quartier, de la communauté ou même du village. Donc, je me dis tout de suite après, est-ce qu'il ne faut pas mettre le focus quelque part sur pourquoi moi je dois aller à l'école? Pourquoi je dois permettre à ma fille de partir à l'école au lieu que ce soit le garçon qui aille à l'école pour devenir un quelqu'un et ensuite prendre en charge toute la famille? Et je me dis, je donne souvent une petite histoire avec mon papa. Je lui disais, mais papa, je ne veux pas aller à l'école, continuer comme ça. Je veux juste faire un petit commerce, voyager, faire du commerce, avoir beaucoup d'argent, là et maintenant. Et maman qui dit tout de suite après, ok, tu peux faire toutes ces choses, même en ayant mon âge. Mais tu dois aller à l'école juste pour pouvoir calculer. C'est comme ça qu'ils essaient de me convaincre à aller justement à l'école. Et maman qui disait, c'est juste pour que tu puisses bien calculer. Comme ça, tu n'auras pas quelqu'un. Voilà, tu n'auras pas quelqu'un qui va te faire cette comptabilité. Et peut-être même tu ne sauras pas si c'est vrai ou pas. Donc, tu pars à l'école, tu continues. J'ai dit, mais en troisième, c'est déjà suffisant. Je dis, en troisième, c'est suffisant. Mais est-ce qu'après la troisième, toutes ces petites choses que tu dois connaître pour pouvoir justement faire prospérer ton commerce, est-ce que tu auras toutes ces petites choses, toutes ces petites techniques pour mener à bien ton commerce? Et j'ai dit, ah, c'est quand même vrai. Et c'est comme ça que j'ai été convaincue réellement à poursuivre mes études. Et je me dis, par la même occasion, d'autres parents ont d'autres arguments pour dire justement à leur enfant, non, tu ne pars pas à l'école juste pour parler un bon français
ou bien pour parler un bon anglais, mais si justement pour te permettre d'être la personne que tu voudrais être d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et je me dis, les deux choses peuvent aller ensemble. Vous partez à l'école, vous restez à l'école, mais ce n'est pas pour la société, pour papa ou pour maman, mais c'est justement pour vous. Parce que vous ne voudriez pas, justement, demain, être à un niveau où les autres sont de l'autre côté, alors que tu avais peut-être la possibilité, surtout si vous avez des parents qui connaissent un peu l'importance de l'éducation, d'aller à l'école. Et l'autre chose, je me dis parfois, est-ce que quand on dit éducation, ce n'est pas aussi vague? J'ai l'impression que c'est trop vague. C'est un gros terme. Vous disiez tout à l'heure, c'est une grande responsabilité. Est-ce que si on faisait une petite répartition de cette éducation, ça ne permettrait pas aux gens de disséquer un peu cette éducation? Parler de l'école, de la formation, voilà, des infrastructures, du rôle des parents, voilà. Donc disséquer. Parce que, madame, comme vous en avez parlé, quand on dit éducation, il y a instruction, il y a ceci, il y a cela, il y a de petites choses, beaucoup de choses, tout aussi importantes les unes que les autres, parce qu'il faut le souligner. Quand on parle justement de l'instruction uniquement, qui pousse les gens aujourd'hui, les organisations, les activistes, les féministes à se dire restez à l'école, restez à l'école. Pour moi, ça, c'est un grand domaine. On ne peut pas ramener également cette éducation à cette instruction. Mais si on finit à cette petite instruction, il y a l'éducation de base. Quand tu as une bonne éducation de base, quand maman et papa te donnent les valeurs, moi je me dis ce sont justement ces valeurs qui vont permettre à la petite fille, au petit garçon, de savoir pourquoi je dois aller à l'école et je n'ai pas besoin qu'on me dise vas-y, reste, travaille, parce que j'aurai déjà, avec ces valeurs, j'aurai déjà les techniques et j'aurai conscience de ce pourquoi je dois aller à l'école et rester à l'école. On n'aura pas besoin d'être toujours derrière moi pour faire ceci, faire cela, parce que j'aurai compris pourquoi je dois aller à l'école. Je ne pars pas à l'école pour pouvoir aller peut-être en dehors de mon pays, faire de grandes choses, mais je vais à l'école pour avoir le nécessaire pour être moi, et d'ici 20 ans, être quelqu'un, la personne que je voudrais être dans quelques années. Donc pour moi, aujourd'hui, pour terminer, aujourd'hui, la base, c'est vraiment de diviser un peu cette éducation. Moi, parfois, quand on pose des questions sur l'éducation, automatiquement, je suis plus ou moins perdue. Parce que je me dis, on me parle de quoi au juste? Éducation, parce que tout est éducation. Non, je pense que... Finalement, tout est éducation, mais on parle de quoi? Et si on veut avancer, et c'est ça l'importance justement du thème de l'éducation, pour aider les gens à mieux voir l'éducation dont on parle, ce n'est pas uniquement l'instruction, c'est l'instruction, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Et le tout mis ensemble nous permet justement de pouvoir nous épanouir et de savoir que nous, Africaines, femmes africaines je veux dire, nous avons quelque chose à vendre. Nous pouvons être là où les autres sont et nous avons des valeurs, nous avons des choses, des idées pour défendre ce que nous sommes. Et n'oubliez surtout pas que toutes ces, j'ai envie de dire, tous ces grands mots comme parité, égalité, entre autres, notre société africaine le sait déjà. Le Mali, je ne maîtrise pas trop, mais je suis sûre que la femme africaine connaît toutes ces petites choses. Of course, et puis, elle vit ça au jour le jour. Ici au Sénégal, si je prends ma communauté que je connais bien, les Diola par exemple, l'ethnie, au jour le jour, nous vivons toute cette parité, nous vivons cette égalité, entre autres. Par exemple, chez moi, on ne peut pas dire à la femme de ne pas parler. Merci infiniment, Esselu Djedjou, pour cette perspective aussi. Ajoutée à celle de Diarra Ndiaye, nous parlons de la commémoration du 62e anniversaire de la Journée panafricaine de la femme autour de la thématique de l'éducation que Esselu vient de nous dire. Et je pense que c'est une technique pour toute personne qui veut résoudre un problème. On te demande de disséquer le problème en petits morceaux parce que c'est plus facile en ce moment-là de l'attaquer et de le résoudre. Merci infiniment. Vous qui nous suivez, vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook ou même sur Instagram ou Twitter, MUSOYA. Et celles et ceux qui nous suivent à la radio, à la télé, Djoliba TV, Djoliba FM et la radio La Bonne Nouvelle ou la radio rurale de Banco. Donc, vous pouvez réagir plus 223 70 30 60 30, plus 223 70 30 60 30 ou plus 223 60 82 29 29. Merci infiniment. Je donnerai maintenant la parole à ma sœur et leader. Comme je dis, elle m'a formée, elle m'a initiée, mais prise ma main, les premiers pas pour que je puisse le faire avec elle dans le domaine de la lutte féministe. Mariam Kamara, merci une fois de plus d'être avec nous. Donc, nous avons aussi une particularité parce que je te tutoie, hein, tu es ma sœur, toi et moi,
on a quand même aussi eu l'opportunité de voir d'autres modèles éducatifs. Tout à fait. Hein, donc, on a vécu plusieurs années dans d'autres pays qui n'étaient pas le nôtre. Donc, on peut parler un peu aussi des défis et des manquements que nos systèmes éducatifs au niveau continental, surtout le niveau francophone, c'est comme si on était 20 siècles en arrière par rapport aux défis. On parle de le système éducatif, quel Africain, ou modeler l'Africaine pour le 21e siècle. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui même, le système éducatif que nous pensons avoir, est-ce qu'elle est en phase? Ou est-ce qu'il est le système? Est-ce qu'il est en phase avec les défis du 21e siècle? Merci beaucoup, c'est une excellente question. Ça me permet de revenir en écoutant mon aîné et ma sœur Essouli. J'étais en train de réfléchir à comment compléter ce qu'elles ont dit parce que je suis en phase. Et ça répond exactement à la question. Par exemple, est-ce que nous sommes en phase? Si je reprends quelques mots de notre aîné, je vais dire, dans le dialogue intergénérationnel, aujourd'hui, on doit regarder en face que les traditions que nous chérissons ne sont pas toutes en phase avec l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. C'est un discours qui heurte les plus conservateurs, qui heurte les amoureux de la tradition, qui heurte ceux qui pensent que notre fierté africaine vient de l'essence même de qui nous sommes, de la culture. Or, toutes les civilisations ont eu à toiletter certaines choses au sein de leur tradition, de leurs us et coutumes. Tout à l'heure, notre aîné a dit, l'éducation, ce n'est pas que l'instruction. L'éducation se poursuit à la maison. Et ça m'a commence à la maison. Et justement, elle commence à la maison. Et quand elle a dit, la mère est en charge de l'éducation, vous voyez le premier poids déjà, la femme qui doit être en charge, pas seulement des petits garçons, des petites filles, mais aussi des petits garçons et de tout le reste. Quand tu parles des autres pays, ce que nous, on a vu ailleurs, c'est que les femmes, lorsqu'elles ont réussi à avoir un peu plus d'autonomie, ont commencé à challenger cette notion que seule celle qui porte la vie et qui a le cordon ombilical, qui donne la vie, doit être en charge de l'éducation des filles. Parce qu'une maman qui n'est pas autonome va demander à prendre ses petites filles pour que celles-ci l'accompagnent dans les tâches ménagères. Et nous voyons ça beaucoup. Et attention, nous avons le problème des traites des enfants. Les enfants utilisés à des fins domestiques, nous n'en parlons pas assez en ce qui me concerne. Dans les autres pays, est-ce que j'ai vu des petites filles de 12 ans en train de nettoyer la maison pendant que la madame... Non. J'en ai pas vu. C'est une violation de droit de l'enfant. Tout à fait. Et je voulais dire que l'éducation est un droit fondamental. L'UNICEF, chaque année, le 20 octobre, célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. Nous avons nos propres parlements en Afrique. Nous avons institué ces parlements des enfants pour qu'on entende de la droit. Mais les enfants ont des droits. Dans les autres pays, quand vous voyez un enfant de 5 ans ou de 6 ans en train de marcher à l'heure de l'école, l'État vous donne le droit de ne même pas passer par la famille. Vous appelez la police, vous appelez un numéro. L'État est garant du droit de l'enfant. L'enfant, à une heure d'école, doit être à l'école. S'il n'est pas à l'école, nous devons le signaler et on peut retirer le droit des parents, le droit de garde des parents à cet enfant. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'on donne à l'enfant. Nous ne sommes pas en phase. Et à son éducation. Nous ne sommes pas en phase. Quand on parle comme ça, on va vous dire que vous êtes une occidentale. On va vous dire que vous êtes resté trop longtemps à l'école. Mais tous les jours que je suis à Dakar et que je vois les petits-enfants qu'on appelle talibés, mon regard ne s'est jamais... C'est-à-dire séché. Je suis toujours chagrinée, peinée. Je vois des petits-enfants. Souvent, des fois, il fait chaud, ils sont pieds nus. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on est dans une famille où on n'a pas... Une bombe à retardement pour notre sécurité plus tard. Exactement. Donc, nous avons des talibés dans tous les pays. Hein. Ce n'est pas que le Sénégal. Nous avons des talibés partout. Je vais en Guinée à la... Les enfants en situation de rue, chez nous aussi, on en a beaucoup. L'État doit prendre en charge nos enfants orphelins. Parce que tout le monde ne naît pas, heureusement, dans une vie de rose avec ses enfants. Donc, nous avons ces problèmes-là. Et tout à l'heure, je voulais aussi revenir sur quelque chose. J'ai travaillé, et j'ai eu le privilège de travailler, quand on parle d'éducation, avec un projet l'année dernière, pendant presque 12 mois. J'ai accompagné la communication d'un projet qui s'appelle PIPA-DHS, Investir
dans le développement humain au Sénégal, et avec un projet phare qui s'appelait Read at Home, lisons à la maison. Ça a ciblé 7 régions du Sénégal. Read at home, ce qui Read est at anglais. home. Ce qui est anglais, Tu read l'as at dit home. très vite. Oui, lisons à la maison. C'était donc dans les régions qui avaient des indicateurs assez faibles, où on a vu les taux de scolarisation assez faibles, et beaucoup d'études. Kolda, Tambacounda, il y avait aussi Diourbel, Fatick, Kaolack. J'ai fait tout ça hein, avec le projet. Et l'idée, c'était que les études et ça se passe aussi en Inde, dans les pays du Sud, beaucoup d'études ont confirmé que le développement entre 0 et 6 ans est très important dans le développement À la base. Et que la lecture, et quand on dit lecture, ce n'est pas des gros livres d'encyclopédie, hein, mais juste Même le syllabaire. Voilà. Ils ont développé justement plus de j'ai oublié combien, 2 millions de livres, hein, si je ne me trompe pas, mais c'est à distribuer, ils ont ciblé près de 2 millions d'enfants de 0 à 6 ans à travers les 7 régions pour aller dans les communautés avec des animateurs radio, des personnes importantes comme toi et d'autres qui sont dans les communautés, donc les radios communautaires qui sont très importantes pour sensibiliser sur l'importance de la lecture. Et ce qui était intéressant dans ce point, j'en parle, c'est que ce n'est pas seulement les femmes qui devaient être garantes de ce progrès. Tout parent, tout accompagnateur, ça peut être même une personne, un oncle qui sait lire, ou un des grands frères, ou une grande sœur, voilà. Parce qu'en général, papa et maman n'ont pas été à l'école. Voilà, exactement. Et cette notion d'accompagner l'enfant, le trait d'union entre l'école et la maison, je pense qu'elle est très important. Et ce genre de programme, qui est nouveau, pour moi, est ancré dans nos communautés, mais reprend maintenant ce qu'il y a de meilleur qu'on peut retenir et ce qu'on peut prendre de ce qui a marché ailleurs. Nous devons être ouverts, nous devons ouvrir. Et enfin, autour de la jeune fille, le corps de la jeune femme, nous avons l'excision, les mutilations génitales féminines. D'autres l'appellent l'excision pour ne pas se faire mal au cœur, mais ce sont des mutilations du corps de la fille. Nous avons les grossesses non désirées. Précoce. Les grossesses précoces. Nous avons le plus grand tabou. Nous avons comment les jeunes filles en région rurale gèrent l'hygiène menstruelle. Beaucoup d'écoles, Madame Diaye va le dire, en région rurale ont des dispositifs qui ne prennent pas en compte les règles. Et on voit que les filles... Taux de chômage très élevé pendant les menstrues. Pendant les menstrues, les jeunes filles, les toilettes ne sont pas appropriées, il n'y a pas les serviettes hygiéniques, les jeunes filles ne sont pas à l'aise d'aller à l'école. Il y a de la stigmatisation. Vous êtes en plein examen. On a plusieurs rapports de jeunes filles en plein examen. Les règles viennent, il y en a, et toutes les filles sont plurielles. Il y a des règles qui sont très douloureuses, il y en a qui sont très abondantes. C'est un souci. Voilà un peu, pour moi, les choses qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui dans le cycle scolaire de la jeune fille. Alors, si on peut décharger la femme à la maison, il y a des parents qui peuvent accompagner la femme à la maison. Si le père ne peut pas, si la mère ne peut pas, on essaie de voir comment on peut. Parce qu'on n'oublie pas que quand on veut faire apprendre, transmettre la religion coranique à nos enfants, ils vont voir un oustaz. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le cas particulier de la jeune fille pour qu'on puisse avoir l'accompagnement au sein du noyau familial pour qu'elle puisse continuer. Les jeunes filles sont complexées de parler en français, c'est normal, ce n'est pas leur langue forcément. Mais aujourd'hui, pour compétir et être en phase avec le 21e siècle, vous devez parler une langue officielle et nationale. C'est impossible de s'en sortir. Ensuite, vous avez la technologie. La technologie est rentrée. Elle est rentrée. Et les gens oublient qu'en région rurale, avec un téléphone portable, même si vous n'avez pas appris à lire et écrire, vous pouvez apprendre à vendre vos produits. Vous pouvez vous économiser d'aller 12 km, 20 km de l'autre côté. Vous pouvez appeler, quand vous êtes enceinte, on peut vous faire venir un tchak-tchak ou un taxi-moto ou un cheval ou ce que vous avez, un charretier. La technologie a soulagé les maux de la femme. Mais dans le cadre de l'éducation, elle n'est pas en phase. Elle ne sait pas ce que on voit les jeunes filles aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, qui sont sur du surface, du superficiel. Pendant que leurs collègues garçons font autre chose avec TikTok ou Instagram. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Mais c'est à la base, comment démystifier l'outil technologique? Les jeunes filles doivent être à l'aise avec la technologie très tôt, comme les petits garçons. On ne peut pas dire que les gènes des garçons sont prédisposés à... Non, au contraire, je vais dire que c'est les gènes des jeunes filles.
Parce qu'on sait que depuis le bas âge, nous, on apprend multitask. Il n'y a rien qu'on nous donne où on reste derrière. La Tata l'a dit, les statistiques sont là, les faits réels sont là. Nous excellons partout quand on nous donne les mêmes opportunités. Exactement. Oui. C'est pour rebondir sur ce qu'elle a dit par rapport au titre. C'est pour ça qu'il est important de maintenir les filles à l'école et de les orienter vers les séries scientifiques. Ça fait partie des programmes de scolarisation des filles. C'est important parce qu'il faut qu'elles prennent leur place, leur part dans ce monde qui se modernise, dans ce monde scientifique et technique. Qu'elles deviennent docteurs, ingénieurs de haut niveau, pilotes. Nous avons des femmes pilotes ici au Sénégal. Nous avons des femmes pédiatres de haut niveau. Nous avons des femmes ingénieurs. Nous, c'est ce qu'on demande. Pourquoi on envoie la fille à l'école? Pour qu'elle puisse continuer d'abord pour son épanouissement personnel, mais pour qu'elle puisse contribuer pleinement au développement de son pays. Ne pas être instruit juste pour savoir lire et écrire. Ça, c'est de l'alphabétisation. Mais je ne dis pas, je ne critique pas l'alphabétisation. Parce que j'ai appartenu à un ministère où on avait mis en place un programme d'alphabétisation, un projet où on a permis à ces femmes qui n'étaient pas instruites au départ, je ne les appelle pas analphabètes, parce qu'elles sont venues avec de la connaissance. Et que ces femmes sont devenues sénatrices. Je vous dis sénatrices. Tout à fait. Ces femmes ont été, je peux nommer Yakou Kane de Lambaye, je peux nommer Boussogom, chef de village à Ndangalma, qui est actuellement député. Je peux nommer Tiena, qui a tenu un discours lors d'un grand sommet de l'agriculture à Genève, en langue nationale. Des femmes qui écrivent. Je peux nommer Fatou Gueye de Mour, qui gère un fonds de crédit des centaines de millions, je ne sais pas quoi. Et ces femmes, à l'origine, n'étaient pas instruites. Elles ont été alphabétisées en langue nationale. Je peux citer Marème Sorde de Tivaouane, qui a mis en place une école. Elle était venue commander une garderie. J'ai dit commander. Et ouais, je veux une garderie, on lui a mis, mais cette école-là est devenue actuellement une école élémentaire, primaire et secondaire. Elle a eu l'appui de la coopération espagnole. Et qu'est-ce qu'elle était? Une gargotière. Elle était dans une petite gargote pour vendre du riz. Donc, elle avait une vision. Elle avait le leadership. Vous avez vu l'importance de l'éducation. Donc, c'est important. Ce que j'aimerais dire, c'est vrai qu'il y a des contraintes socioculturelles qui pèsent et qu'on parvienne à faire la différence entre les valeurs positives que nous avons par rapport à ces contraintes, mais également il y a des contraintes peut-être qui ne nous inspirent pas, qui nous viennent de l'Occident. Vous avez parlé de la protection des enfants, la Convention sur les droits de l'enfant. Je suis d'accord, l'enfant est hyper protégé en Occident, que ce soit en France, en Europe, en Amérique. Mais moi, je ne voudrais pas que mes petits-enfants, plus tard, appellent le 911 et qu'on vienne pour un petit rien me chercher et le mettre dans une famille d'accueil. Je vais vous raconter une histoire concrète que j'ai vécue aux États-Unis. Ma fille cadette faisait son graduation, on est parti en famille. Sa mère est rentrée et m'a laissé avec sa petite fille qui travaille maintenant, qui avait 22 ans. Donc, ça ne me rajeunit pas. Hein? Vous êtes toute jeune. Alors, elle jouait avec ma cadette qui faisait sa graduation dans l'appartement. Et puis, elle se lançait, les oreilles là. Mais rien de faire. Celle-là, elle jouait avec les gamines. Je lui dis, mais toi, arrête. Et si la police vient, cette petite-là est en train de crier, vous êtes en train de jouer. Mais une dizaine de minutes après, on doit un duo de 2 policiers armés qui sonnent à la porte. Je regarde à la fenêtre, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mary me dit, ils viennent ici. Mary ouvre, où est la petite fille qui crie? C'est les voisins qui avaient appelé pour dire qu'on était en train de la maltraiter. Heureusement, elle a parlé anglais, elle s'est exprimée, expliquée. Mais si ce n'était pas le cas, on l'aurait pris et on l'aurait placé dans une famille d'accueil. Moi-même, si on m'aurait attrapé pour m'amener à la police ou pour m'expulser. Donc, je pense que ça, c'est un peu trop. En parlant aussi des enfants par rapport aux talibés, on est tous meurtris ici au Sénégal par rapport à cette question. Mais dans les rues de Bamako, dans les rues de Cotonou, dans les rues de Togo, d'Abuja, on voit les petites filles avec des plateaux sur la tête qui vendent du matin au soir. C'est de l'eau, c'est des produits, c'est des nangam. Donc nous avons un combat aussi à faire. Ça, je dis, c'est le combat des mères. Parce que les des pères, Tata. Les pères, quelquefois, ils ne sont pas... Je veux bien. Je veux bien. Il y a des hommes des E4C,
des masculins positifs comme qu'on les appelle, qui nous aident à lutter contre les violences, qui nous appuient. Mais il faut que les femmes davantage soient solidaires par rapport à ces questions des enfants, de talibés qui traînent dans la rue. Chaque fois que je passe, je vois dans les feux rouges ou le matin, j'ai envie de pleurer quand je vois ces enfants qui traînent. Je vous raconte, j'étais partie en Gambie. Pour une mission, je devais rentrer parce que j'avais une activité avec Gorée Institute. Je suis venue par la route. Et arrivé à la frontière, j'ai oublié le nom, il était 2 heures du matin. J'ai vu un petit garçon de 3 ans, les pieds nus, la chemise déchirée, le nez en morve, écorché de partout, qui demandait l'aumône à 3 heures du matin. Il devait avoir entre 3 et 5. Je l'ai toujours en tête. Et quand j'en parle, j'ai le cœur gros. Tout à fait. J'ai remonté la vitre, j'ai dit non, je ne donne pas de l'aumône aux talibés parce que c'est enrichir le marabout. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai fait quelques mètres et j'ai dit au chauffeur de faire demi-tour. Et je l'ai amené dans une boutique. Je lui ai acheté à manger, des chaussures, etc. Je lui ai donné de l'argent. Mais est-ce que c'est le type de pays ou de ville que nous voulons avoir nos enfants? Vous allez nous faire pleurer tout de suite. Oui. On ne veut pas ça de notre Afrique. On ne veut pas. Voilà. La responsabilité individuelle est engagée, mais c'est surtout la responsabilité de nos pays, justement. C'est ce que Mariam essaie de dire. C'est ce que j'essaie de dire. Parce que nos constitutions garantissent l'intégrité physique de chaque être. Et dans nos constitutions, l'école est obligatoire. Tout à fait. Donc, si l'école est obligatoire dans nos constitutions, l'État doit s'assurer que cette école soit accessible et qu'elle soit un environnement épanoui pour nos enfants de sexe féminin comme de sexe masculin. Et au-delà des appuis ponctuels, qu'on puisse avoir des appuis systémiques. Systémique. Oui, que ça ne soit pas parce qu'on a vu cet enfant-là, on l'aide aujourd'hui. Mais demain, comment il va être aidé? Après-demain, il va être aidé comment? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et au-delà même, parce que ce qu'on voit avec la situation des enfants en situation de rue, donc ces talibés qui dorment dans la rue, qui se promènent, ces petites vendeuses ambulantes, c'est la façade. Tout à fait. Si on touche un peu, on voit qu'il y a toute une pléthore de violence et d'abus. Tout à fait. Qui ne dit pas son nom. C'est l'orange que tu vois, mais c'est quelque chose d'autre qui est en train d'être vendu au-delà de l'orange ou de l'eau. Ma soeur. C'est pour ça que nous devons investir, ce que nos États doivent investir dans l'éducation. Mais nous allons continuer à faire notre part en tant que société civile pour interpeller nos États. C'est ça, il faut qu'on interpelle. L'allocation équitable des ressources pour qu'on puisse diminuer ce superflu de dépenses ou d'actions inutiles qui ne servent à rien, qu'on commence à investir à l'être humain. Parce que sans investissement sur l'être humain, il ne peut pas avoir d'éducation. Kumba, laisse-moi juste rebondir sur ce que tu as dit. Je veux juste corriger parce que je suis ton élève. Qu'on ne pense pas que nous sommes en train de rejeter notre tradition. Parce que la tata l'a dit, il y a beaucoup de valeurs positives. On entend dire, it takes a village to raise a child. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ça, c'est typiquement africain. Tout à fait. Donc, c'est seulement aujourd'hui, le peu de connaissances que j'ai acquises avec mes maîtres, c'est seulement récemment, peut-être avec la pénétration des religions. Sinon, en Afrique, il n'a jamais été question que la maman seule ou le papa seul éduque l'enfant. Il a toujours été question que toute une communauté s'investisse parce que la communauté sait que sa survie dépend du bien-être de cet enfant. Donc, on a beaucoup à révisiter notre histoire, à ne pas penser que l'histoire récente qu'on voit avec la colonisation ou avec la pénétration coloniale ou le mouvement indépendantiste, que ça l'Afrique. Revisitons notre histoire et nous allons voir qu'il n'a jamais été question que la maman, elle toute seule, s'approprie cette responsabilité. Le papa demeure le chef de la famille. C'est ça. Et on dit chez nous, la pintade, elle suit la tête de fil. C'est ça. Et c'est l'homme masculin, le papa, l'époux, qui est le chef de famille. Donc, on ne peut pas parler d'éducation d'un enfant sans l'implication à 200% du papa. Donc, les papas, vous êtes interpellés. De toute la communauté. Donc, on me signale que nous avons épuisé beaucoup notre temps. Dans la société, notre société, modèle de société africaine, en parlant de l'éducation des enfants, l'enfant de 2 à 7 ans est éduqué par toute sa famille. Surtout ça devait être le modèle. Les grands-mères, les mères. Ce n'est plus le cas. Au-delà, quand il dépasse cette classe d'âge, qu'il rejoint les hommes et qu'on l'éduque. Ce qu'on va faire, on va donner 2 minutes à chacune pour clôturer le débat, mais on va aller en proposition concrète. Et Souli, concrètement, pour terminer avec l'émission, quelle proposition concrète on peut
donner, comme tu as si bien parlé, de disséquer, de cloisonner les problèmes, de cloisonner les défis, afin d'avoir des solutions appropriées pour chaque défi. Proposition concrète, qu'est-ce que toi tu diras comme priorité, action prioritaire qu'on doit mener pour avoir justement cette Africaine, cet Africain apte à embrasser ou à faire confronter les défis du XXIe siècle? Je vais juste dire que, bon, je vais rester dans ma logique, hein. Je vais ajouter et dire que la jeune fille est là, le garçon, moi j'aime bien mettre les deux ensemble parce qu'on ne peut pas aller sans les autres pour une bonne société. On ne veut même pas. Voilà, donc je vais juste dire que pour moi, la petite fille doit comprendre pourquoi elle doit aller à l'école. Et elle doit donc, savoir sensibilisation. que... Sensibilisation. Savoir que information, éducation. et surtout ça. La finalité même. De l'éducation. Pourquoi elle doit aller à l'école? Mais aller à l'école ne veut pas dire que ce qu'elle aura à apprendre à la maison n'est pas bon. Okay. Ça veut dire que ce qu'elle a appris à la maison, plus ce qu'elle va apprendre à l'école, les deux pourront faire d'elle quelqu'une qui aura à contribuer grandement et fortement dans la société. Absolument. OK, autre action prioritaire? Autre action prioritaire, on va rester sur la logique, hein, toujours la base. Moi, je l'ai dit, toujours la base. J'ai été très passionnée quand on parlait de, ici, par exemple, au Sénégal, hein, quand on parlait des écoles témoins, des petites enfances. Vous voyez? Et depuis qu'on a commencé à expérimenter ces écoles témoins, où j'ai envie de dire les écoles préscolaires, les petites et moyennes, la petite enfance, qu'est-ce que nous voyons? Tout à l'heure, vous disiez, Madame Ndiaye, qu'on vous dit, par exemple, les élèves qui sont à l'école, qui sont au primaire, ils s'expriment tellement bien et ils savent où ils veulent aller. Ça veut dire que quelque part, un grand travail, un énorme travail a été battu à la base. Donc, la base, qu'on travaille un peu la base et qu'on montre à tout le monde, vous avez votre parole, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'aller à l'école, vous avez le droit de dire quand ça ne va pas. Tout simplement, vous pouvez vous exprimer quand vous voulez, où que vous soyez et surtout dans les valeurs. Parce que moi, je reste encore ancrée dans dans les valeurs. Quand un aîné parle, tu ne parles pas comme tu veux, ou bien quand tu es dans un environnement bien déterminé, il y a une façon de faire les choses, entre autres. Donc, que les deux se complètent. Tata, comment les deux vont se compléter? Comment ressourcer et aller prendre ces valeurs positives-là pour les compléter avec l'instruction et l'école classique? La promotion des valeurs socioculturelles positives. Prendre ce qui est bon chez nous. D'abord, savoir ce qu'elles sont. Exactement. Et vulgariser, mais les comprendre. Exactement. Ça fait partie des solutions. Mais également, investir sur les infrastructures. Vous l'avez dit. Surtout en mettant en place des infrastructures adaptées, aussi bien pour les personnes handicapées, les enfants, que pour les filles et les garçons. Vous parlez de période de menstrues. Mais quelquefois, il y a des écoles où les filles ne peuvent même pas aller aux toilettes. Non. Nous, on a eu à appuyer une école au cœur de Dakar, Sacré-Cœur, Barak, c'était Barak. Au Mali, filles et garçons, personne ne va à l'école. Une école délabrée, il n'y avait pas de toilettes. Les enfants allaient taper dans le quartier pour faire pipi. On a mis de l'argent, on a réfectionné avec l'appui de UNESCO. Ça, c'est un problème. Il y a l'encadrement aussi, les écoles qui se trouvent en milieu rural, où les enfants apprennent dans des abris provisoires. Mais vous vous rendez compte, on met de la paille, on met quelques piliers de je ne sais pas quoi et on met des enfants avec des nattes par terre. Pendant que nos dirigeants sont dans des palaces. Sont dans des palaces, pendant que les enfants apprennent dans les grandes écoles ici. Ils comprennent, mes enfants. Hein? On doit se culpabiliser par rapport à ça, résoudre cette question. Mais également sur le matériel. La différence entre l'Europe et l'Occident, c'est que les enfants ont à leur disposition du matériel. Beaucoup de travaux pratiques. Exactement. Adéquat, approprié. Le président Abdoulaye Wade avait mis en place la case des tout-petits. C'est que pour que les enfants soient préparés, surtout dans les affaires logico-mathématiques. Et dit. Généralement, moi, j'ai fait aussi de la psychologie. On dit généralement le petit enfant africain, de 0 à 2 ans, il est beaucoup plus intelligent que le petit européen. C'est un psychologue zaïrois qui le disait. Pourquoi? Parce que l'enfant est entouré par toute une communauté. L'enfant est éduqué par toute une communauté. Quand sa mère va au puits, à la fontaine, il porte l'enfant au dos, qui ici suit ses mouvements. Quand la mère va au marché, l'enfant est au dos, qui chipote. Voilà, qui chipote un peu partout sur les tables, prend quelque chose, plein de couleurs. Mais c'est exactement, éveillé. Mais c'est à partir de 2 ans où il y a ces différences. Parce que le petit est mis dans une crèche, dans une école matérielle,
avec du matériel qui l'aide à construire son raisonnement mathématique. Ça, nous ne l'avons pas. Heureusement, quand même, il y a quelques cas, il y a des écoles. Ça aussi, c'est important. La formation, on l'a dit. Il faut former les enseignants, les institutrices, comme vous avez fait le choix au Mali, parce qu'elles ont une place, une grande place, qu'elles ont joué un rôle dans ce programme qu'on appelle scolarisation des filles. Il y a Serigne Mormaï, psychologue, qui, à l'époque, avait mis en place une émission qui s'appelait « À l'école des parents ». On appelait les parents pour discuter sur des thématiques, aussi bien garçons et filles. Je pense, vous, journalistes, vous pouvez mettre en place encore cet instrument-là qui fait partie de la promotion de l'éducation. Voilà, c'est mon dernier mot et je vous remercie. Merci infiniment encore à Tata Diago Ndiaye, présidente continentale ou régionale du RESPECO, qui est le réseau des femmes pour la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO, éducatrice de plus de 30 ans avec aussi une école qu'elle a mise en place depuis 2022, dont nous célébrons les 20 ans à Ouaï-Kassim, un complexe préscolaire et scolaire au Sénégal, ici à Dakar. Mariam, alors, on va clôturer avec toi. Quelles propositions concrètes, justement, actions prioritaires, tu pourras ajouter à celles de Essouli et de Tata Diago Ndiaye? Merci beaucoup, Koumba, pour la parole. Tu sais que j'ai une idée en tête que je ne peux pas laisser pour pouvoir introduire ma conclusion. Je vais la faire par une anecdote. En commençant l'émission, tu as fait un rappel nous représentant une miniature de la CEDEAO et de l'AES. Et tu as parlé si la CEDEAO est celle des peuples. À chaque fois, dans mon travail de militantisme, et de militante et d'activisme, je représente la majorité silencieuse. Tu as dit tout à l'heure, nous avons des choses en commun, nous sommes partis à l'extérieur, mais j'ai choisi de rentrer comme toi. J'ai choisi, comme nous tous. Je suis là parce que j'avais envie d'être chez moi. Je suis née sur le sol africain. Et tout à l'heure, et Tata Diago et Essouli ont parlé de valeurs. Les valeurs qui m'ont été inculquées par mon éducation de base m'ont suivi partout où je suis. Je suis ambassadrice. Mais quand même, mon état de fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir... Je suis une personne aussi optimiste. Je suis afro-optimiste, à l'opposé d'être afro-pessimiste ou afro-réaliste, les différentes tendances. Mais dans le cadre de l'éducation des filles, nous avons un réel problème. Et pour diagnostiquer un problème, il faut le dire tel quel. Si dans ma propre famille, avec autant d'années de militantisme, je suis bloquée parce que je vais dans mon village, je vois ma petite nièce de 13 ans qui va être donnée en mariage en 3e épouse et que je ne peux pas convaincre mon frère ou mon cousin ou parce que j'ai un souci, je pense que je ne peux pas rêver de dire que les choses... 80% de nos filles en zone rurale sont exposées aux us et coutumes et on doit le dire, il y a des choses qu'on doit enlever parce que ça ne nous rend pas service. Tout à fait. Marier nos petites filles à 12 ans, à 13 ans, c'est trop tôt pour leur développement humain. Je pense que je ne peux pas quitter cette émission si je ne dis pas ça. Il y a des solutions. Les solutions qui ont été proposées par Tata sont très bien. Celles qui ont été énoncées sont très bien. Pour moi, il faut que nous puissions parler avec nos garants moraux, nos garants religieux, ceux qui permettent à transformer les mentalités. Et enfin, demander à nos États d'être les premiers garants des droits des enfants et des petites filles. Donc, pour éduquer cette Africaine ou cet Africain adapté au XXIe siècle, moi, je conclurai seulement avec vos propos. Il faut tout un village. Chacun d'entre nous, garants moraux, garants politiques, garants économiques, financiers, tout le monde a sa place. Garants religieux, et chacune et chacun doit s'assurer que le droit fondamental, l'environnement propice pour l'épanouissement de toute une chacune, de tout un chacun, soit respecté. Pour que l'école puisse exister, il faudrait qu'il y ait d'écoliers et d'écolières. Si nous marions nos jeunes filles, soumettons à tout type de violence et d'abus, elles ne seront plus disponibles pour l'école. Et qui sera là pour construire cette Afrique? Donc l'Africain de demain et l'Africaine de demain doit être formé aujourd'hui, surtout dans un monde global. Comment seront nos enfants face à la compétition chinoise qui vient grandissante? Comment seront nos enfants face à la compétition américaine, européenne, indienne, grandissante?
Donc vraiment, embrassons les technologies, embrassons les outils numériques avec une complémentarité avec nos valeurs, us et coutumes, toute notre tradition positive qui nous demande et qui dit toujours que nous sommes des êtres communautaires. It takes a child, a village to raise a child. Donc chacune et chacun, nous avons un rôle à jouer. Merci infiniment et bonne commémoration à nous toutes et tous de la 62e commémoration de la Journée panafricaine de la femme. Une journée qui devait être, à mon avis, notre 8 mars continental à nous. Merci. Merci, merci. Merci. Bonne commémoration à nous tous et toutes. Mieux comprendre la femme. Ah, nous sommes femmes,